Au cœur de la liberté, vidéo numéro 29. Justice sociale, écologie. Deux sujets énormes, n'est-ce pas? Deux des plus grands défis de notre temps. Aujourd'hui, on va explorer une perspective philosophique un peu particulière qui propose une seule et même solution pour les deux, la liberté individuelle. En général, quand on aborde ces questions, notre premier réflexe, c'est de se tourner vers l'État, vers la réglementation. Mais, et si c'était une fausse piste? La source qu'on analyse aujourd'hui pose une question un peu dérangeante. Et si cette approche n'était tout simplement pas la bonne? Et si la vraie solution, on la trouvait ailleurs? Allez, on commence par le premier gros morceau, la justice sociale. Et on va voir que la source qu'on explore la présente sous un angle qui va un peu à contre-courant. Alors, avant d'aller plus loin, il faut qu'on se mette d'accord sur un point super important, la définition. Dans l'analyse qui va suivre, quand on parle de justice sociale, on ne parle pas d'un grand idéal un peu flou. Non, on parle d'une action très concrète. La redistribution forcée de la richesse par l'État. C'est vraiment le point de départ de tout le raisonnement. Et là, attention, on entre dans le vif du sujet. Voici l'affirmation centrale, la plus percutante de cette source. Le mot est lâché, vol. L'argument est assez direct. Que ce soit fait au nom de la loi ou pour des raisons qu'on juge nobles, prendre la propriété de quelqu'un sans son consentement, eh bien, ça reste un vol dans son essence. C'est une position radicale, c'est sûr, mais elle nous force à regarder la redistribution sous un angle complètement différent. En fait, cette perspective oppose vraiment deux visions du monde. D'un côté, on a une justice dite imposée, qui vient d'en haut, de l'État, et qui repose sur la contrainte. De l'autre, une justice dite spontanée, qui émerge d'elle-même des interactions entre les gens, sur la base du consentement et de l'échange volontaire. L'une, selon la source, casserait les liens sociaux, tandis que l'autre, au contraire, créerait des harmonies où tout le monde y gagne. Bon, après avoir critiqué ce concept, la source ne s'arrête pas là, bien sûr. Elle propose sa propre vision. Voyons voir comment une justice authentique pourrait émerger selon cette perspective. Pour bien illustrer sa critique, la source utilise une analogie assez marquante. Le projet des planificateurs sociaux, ce serait de nous organiser comme une colonie de termites ou de fourmis. Un ordre qui peut sembler parfait vu de loin, mais qui efface complètement la richesse et, disons-le, le joyeux chaos créatif de toutes nos interactions humaines. Du coup, si elle ne vient pas d'en haut, d'où vient cette vraie justice? Eh bien, selon cette vision, elle n'est pas décrétée. Elle émerge, tout simplement. Elle naît des relations spontanées, des négociations gagnant-gagnant entre les individus. La prospérité créée par le marché devient alors le principal outil pour réduire la pauvreté. Et la charité redevient ce qu'elle devrait être, un acte personnel, volontaire, et non une obligation administrative. On passe maintenant à notre deuxième grand sujet. Et on va voir que la même logique philosophique va être appliquée à l'écologie, avec des conclusions tout aussi surprenantes. La source aborde l'écologie non pas comme une question morale absolue, mais comme un arbitrage économique. Chaque jour, chacun d'entre nous, chaque société doit faire un choix. Quelle part de nos ressources on sacrifie aujourd'hui pour préserver l'avenir? C'est une recherche d'équilibre constante entre le court terme et le long terme. Et voici l'argument central. Et celui-ci, il est vraiment à contre-courant. Loin d'être l'ennemi de l'écologie, la prospérité en serait en fait la condition sine qua non. L'idée est assez simple au fond. C'est seulement quand on n'a plus à se soucier de sa survie immédiate qu'on a le luxe, le temps et les moyens de penser à la planète sur le long terme. Cette relation est assez directe. Plus le niveau de vie augmente, plus la préoccupation pour l'écologie devient une priorité. Quand une société s'extirpe de la simple survie, elle peut enfin se permettre de se tourner vers des enjeux plus lointains. La conscience écologique ne serait donc pas une constante, elle grandit main dans la main avec la prospérité. D'accord, admettons que la prospérité soit la condition. Mais alors concrètement, comment on fait pour protéger la nature efficacement? La source propose une solution qui repose sur un seul et unique principe. La solution proposée est simple et puissante. On ne protège vraiment bien que ce qui nous appartient. Quand une ressource est à tout le monde, en réalité, elle n'est à personne, et donc personne n'a d'intérêt personnel à la préserver. À l'inverse, un propriétaire a un intérêt direct, même économique, à prendre soin de son bien pour qu'il garde sa valeur. Décortiquons un peu cette logique. Tout commence avec la propriété. De la propriété naît la responsabilité. Le propriétaire doit répondre de son bien et de son impact sur les autres. S'il y a un conflit, ça mène naturellement à la négociation directe avec les voisins, sans passer par une autorité centrale. Et de ces négociations émerge une harmonie, un équilibre, souvent bien plus adapté à la réalité du terrain qu'une grosse règle générale venue d'en haut. Prenons un exemple concret, la faune en Afrique. Face à l'échec de l'État pour stopper le braconnage, certains pays ont transféré les droits de propriété sur les animaux aux communautés locales. Le résultat était spectaculaire. L'éléphant, qui était vu comme une nuisance, est devenu un capital précieux, une source de revenus via le tourisme. Du coup, les communautés elles-mêmes sont devenues les gardiennes les plus acharnées de leur propre patrimoine. C'est la même idée pour les forêts.
Des associations privées achètent des parcelles, pas pour le profit, mais juste pour les protéger du béton. Et en tant que propriétaires, elles ont un vrai pouvoir de négociation. Elles peuvent discuter avec des industriels, trouver des compromis, autoriser une exploitation limitée et durable en échange d'un financement. Bref, elles trouvent un équilibre sur mesure que la rigidité d'une administration a souvent du mal à atteindre. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de relier tous les points. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre cette vision de la justice sociale et celle de l'écologie? Un seul et même principe. Selon cette philosophie, les individus libres créent naturellement des harmonies par l'échange et la négociation. Et il n'y aurait qu'un seul acteur capable de briser systématiquement ces équilibres par la force, l'État, à travers ses lois et sa coercition. Cette exploration nous laisse avec une question fondamentale, une question qui défie un peu nos certitudes. Et si, pour résoudre nos plus grands problèmes, la solution n'était pas plus de contrôle, mais au contraire, plus de liberté? Une perspective qui, même si elle ne convainc pas tout le monde, mérite au moins d'être considérée. Merci de votre attention.